Bonsoir à chacune, à chacun. Bienvenue, bienvenue pour cette soirée au coin du feu, pour parler de tendresse, pour parler d'accolade, pour parler de lien, de reliance. Bienvenue à chacune et à chacun, et bienvenue en particulier à Sarah. Voilà, juste vous dire quelques mots de notre soirée. Sarah a habité Genève il y a quelques années. Elle était là avec une bourse d'études, une bourse de recherche pendant quelques années ici à Genève. Et pendant ce temps qu'elle était à Genève, elle est venue à l'atelier de spiritualité chrétienne. C'est cette proposition qu'on a toujours d'un parcours chaque semaine d'exploration de notre spiritualité à travers différentes expériences. Elle a même participé à la toute première volée. Elle a un peu essuyé les plâtres de cette toute première volée. C'était il y a 10 ans, en 2014, enfin entre 2014 et 2015, il y a même un peu plus que 10 ans. Et voilà, c'est là qu'on s'est connus, avec les animateurs de la Maison Bleu Ciel, et peut-être que c'est là que certaines parmi vous l'ont connu aussi, déjà. Et puis, voilà, la vie a fait que Sarah est retournée dans son pays, dans sa ville, à Barcelone, et elle a continué sa vie là-bas. Je me demandais de temps en temps, ah tiens, qu'est-ce qu'elle devient, Sarah? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et puis tout à coup, il y a quelques semaines, quelques mois, je reçois un mail de Sarah qui dit, voilà, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Enfin, est-ce que tu te souviens de moi? C'est la première question que tu me posais. Et puis, évidemment. Et puis, j'ai envie de vous proposer quelque chose de l'ordre d'un témoignage autour de la thérapie de la tendresse. Et j'aimerais proposer ça dans différents lieux, à Genève, au Québec et dans d'autres lieux encore, à des personnes qu'elle a connues. Donc elle est en train de faire un pèlerinage, en fait, hein, un pèlerinage de tendresse et d'accolade à travers presque le monde, hein. En tout cas différents pays du monde, une petite partie du monde. Et voilà, elle est venue tout exprès ce soir, enfin hier, pour nous rencontrer, pour nous parler ici. Elle est venue tout exprès de Barcelone. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, hein, parce que la suite, c'est toi qui vas nous la dire. Merci en tout cas déjà d'être là. Merci pour ce que tu vas nous partager. Parce que on en a un peu parlé et je sais que ça va être bien. Tu attends juste un tout petit moment que je monte ton micro. Alors, oui. Oui. Merci à toutes et à tous pour être ici ce soir. Je suis très contente de vous voir. Et je suis venue pour accoler mes amis qui habitent ici en Suisse. Et j'ai commencé hier pour faire une accolade à Niels. Et j'ai reçu beaucoup de chaleur aujourd'hui à mon ami Esther, à mon ami Alvaro et tous les autres. Vous êtes les amis invisibles que je ne connais pas encore, mais que je vais connaître, qui sait. Je ne vais pas me présenter parce que Niels, il m'a très bien présenté. Mais je vais commencer pour quelques acclarations. Et vous voyez que je parle avec un accent. Ça va être comme ça. Je ne peux pas les modifier, mais si vous ne comprenez pas quelque chose, j'ai des traducteurs ici qui me comprennent bien. Mais pas que l'accent, j'ai aussi une façon de parler. Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé la littérature et j'aimais écrire.
Et mon prof d'écriture, il a désisté, il a dit, Sarah, je ne peux pas corriger ton style de faire les 3 points. Toujours, j'écris une phrase, je ne sais pas pourquoi je finalise avec 3 points, pas avec 1 point. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, j'ai dit une chose, mais peut-être demain je vais penser une autre. Peut-être celui qui me lit ou qui m'écoute a le droit d'interpréter une autre chose. Alors, on va commencer avec ça. Je vais dire des choses. C'est mon expérience, mais à vous de l'interpréter comment ça vous parle. Alors, j'essaierai ici les points de départ. Je vais expliquer un témoignage de ma vie et mon vécu avec une maladie, que c'est le dialogue avec la vie et me demander moi-même qu'est-ce que la valeur de ma propre vie. Non? Et je vais les présenter avec mes réponses, mais je vais poser beaucoup de questions. Alors, vous allez répondre avec vos 3 points. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec une chose que j'ai dit, mais bon, je partage mon vécu. Si mon vécu vous parle, prenez-les. Et sinon, on va en discuter ensemble et comme ça, on va s'enrichir notre pensée commune. Alors, je serai les points de départ, mais c'est une conversation entre tous, nous, qui sommes des amis. Et une autre petite déclaration que je voulais faire, c'est je vais parler de ce que j'ai vécu au passé. Hein? Ça, c'est sans souvenir. Et dans l'espagnol, on utilise le verbe recordar, mais en français ancien, vous aviez aussi ce verbe, c'est recorder, mais que vous n'utilisez plus maintenant avec l'évolution du français. Pardon? C'est recorder, c'est important parce que vous savez, il vient du latin, vous savez, le préfixe re, c'est revivre, refaire, hein, à nouveau. Et puis, corder, ça vient du latin cœur. Et ça veut dire passer à nouveau par le cœur. À l'époque du latin, à l'époque des Romains, la pensée était dans le cœur. On pensait à cette époque-là que la pensée ou les souvenirs étaient dans le cœur. Alors, je vous invite à penser avec le cœur. C'est pour ça que je vous rappelle, je vous fais vous en souvenir du verbe se recorder, parce que je vous invite à nourrir la pensée avec les sentiments, avec le cœur. Parce que l'être humain, on est formé de deux parties et c'est important de ne pas oublier qu'on pense aussi avec les sentiments, avec le cœur. Alors pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais vous lire un poème pour que vous entrez dans cet esprit de penser avec le cœur. D'accord? Je vais lire avec mon accent, mais... Merci. Il est un peu chaleureux peut-être. Vous êtes prêts? Constatation. Je n'ai que moi chaque jour pour accueillir l'aube nouvelle. Mais dès qu'au songe je m'attelle, je n'ai que toi. Je n'ai que moi pour encaisser de toute la vie les escarres. Mais dès qu'en rêve je m'égare, je n'ai que toi. Je n'ai que moi lorsque j'épie de l'avenir l'air qui chante. Mais dans mes prières ardentes, je n'ai que toi. Je n'ai que toi pour m'éblouir et pour embellir les images. Mais dès que je tourne les pages,
je n'ai que moi. C'est un poème d'Estelle Granek du livre Je cours après mon ombre de 1981. Vous verrez que je vais vous expliquer mon vécu avec une maladie de nos jours, assez grave, qui est le cancer. Et avec tout mon vécu, vous verrez que j'ai découvert une relation très intense entre moi et toi. Toi, c'est toi, 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 vous, moi et l'autre. Et c'est quelque chose que peut-être j'ai pensé et qu'avec ce vécu, j'ai pu les recorder, comme je vous disais, les penser avec le cœur. Et j'ai un senti un peu différent. Pour mettre un peu d'ordre, parce que je peux peut-être m'envoler avec mon discours, je vais commencer avec une structure, ça va être l'annonce de ma maladie, le vécu avec la maladie et le bien-être avec la maladie. Bien-être, guérison, on verra chacun comment on peut interpréter. Et j'ai toujours été quelqu'un de bonne santé physique. Et tout d'un coup, un jour, je me suis sentie mal. Bon, tout au début, j'ai pas pensé que j'avais quelque chose qui ne marchait pas dans mon corps. Parce qu'on vit souvent une vie pleine d'engagement, d'activités, d'actions. On a des stress, on a des préoccupations, on a des choses dans la vie. Et bon, ce n'est pas toujours clair quand le corps te parle qu'il y a quelque chose qu'il faut faire prendre attention immédiatement. Mais ça s'est répété et je me suis dit, bon, il faudra que j'y aille voir un docteur. Je suis allée voir un docteur pensant, bon, je dois avoir quelque chose, mais vous savez, il y a des médicaments miraculeux, après on se trouve bien et voilà, on continue la vie. Mais cette fois, ça n'a pas été comme ça. Les médecins m'ont dit, bon, vous avez une grande tumeur et il faut opérer et vous continuerez à avoir des douleurs, mal, ils vont s'agrandir et puis le plus difficile à entendre ou peut-être qui est choquant parce qu'on ne l'imagine pas, c'est une estimation de l'espérance de vie. Non? Et dans mon cas, on m'a dit 5 ans de vie, mais il y a des gens qui arrivent chez les médecins, un jour ils étaient bien, mais ils se lèvent le lendemain, ils ne se sentent pas bien, ils vous disent 3 mois de vie, 1 an de vie, et puis des conditions de vie avec restrictions, avec douleur, avec d'autres capacités. Alors, on commence là un chemin où c'est rend évident qui va être incertain et plein de douleurs. Ça, c'est pressant, toujours, parce qu'on est pleurant, on est en pleurant, on est avec la douleur. Elle fait partie de l'aventure de la vie. Mais quand on te pose cette réalité devant toi et quand ton cœur est en train de te faire mal partout, que tu ne peux pas l'étendre de vue, que tu vomis, que tu ne peux pas marcher, que bon, être en vie c'est difficile, c'est un choc, mais à la fois tu commences un dialogue très intense avec la vie. Et puis, bon, avec cet annoncement, et
on commence à entendre d'autres langages, on commence à voir bien que le corps a un langage. Et dans ces moments, il s'est exprimé par la douleur, par la maladie. Puis, ce langage corporel monte dans la tête et c'est l'intellect qui réagit assez mal, non? Et alors, on développe aussi en communication ces dialogues entre les corporels et les mentales. Et puis à la fois, il y a les langages de l'au-delà, disons, et les questions existentielles qu'on se pose quand on vit avec un corps qu'il faut le forcer pour marcher, qu'il faut le forcer pour s'asseoir, qu'il faut le forcer pour se lever, qui est difficile à porter, non? Évidemment, notre tête a mal pour ces mal, hein, une souffrance. Et puis, on se demande, comment est ma vie? Ça vaut la peine ma vie de cette façon-là? Différentes questions, non? Bon, dans mon cas, j'ai eu quelques mois pleins de douleurs physiques où j'ai passé par différents épisodes, disons, et des moments. À des moments avec beaucoup de fièvre, où ma vie était aller du lit au sofa, du sofa au lit. D'autres moments où je ne pouvais plus aller du sofa au lit parce que je ne tenais pas mon corps et je devais me tenir sur les murs. À d'autres moments où j'ai eu des lymphodèmes, pas de circulation dans les lymphes dans mes jambes et je ne pouvais pas marcher. Alors, tout ça est en train, la tête te dit, bon, j'ai de la peine pour moi, ou je ne dois pas avoir de la peine pour moi, je dois continuer à faire quelque chose, parce que mon esprit s'élève chaque jour, et je n'ai pas eu en conscience de tête. Il y a d'autres maladies où on peut avoir en conscience de tête, peut-être c'est le corps qui marche, non? Et tout ça ouvre des questions, je ne sais pas si vous m'entendez, hein? Et des questions qui peuvent être différentes, non? Mais bon, je suis entrée dans ce dialogue très intense avec la vie, en demandant par ma propre vie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la maladie? Des fois, je me suis dit avec des doutes, pourquoi moi? Ça, je l'ai résolu avec beaucoup de succès. Je me suis dit que je suis chanceuse. Il y a d'autres personnes qui ne répondent pas comme ça, mais en tout cas, je vous dirai plus à l'avant pourquoi je l'ai résolu comme ça. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Et que vais laisser moi derrière moi? Qu'est-ce que j'ai donné à ce monde, à cette vie? Non, cela m'a questionné beaucoup. Et la douleur, elle est une réalité inévitable. On ne peut pas l'enlever du corps. La souffrance, la façon de sentir cette douleur, on peut un peu la manipuler. On peut un peu réagir d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai pris mon tumeur un peu comme avec de l'humeur. Je lui ai donné un nom. Je l'ai nommé Don Pascualito. Et pour vous, en français, ça serait peut-être comme Monsieur Toto, non? Monsieur Toto, c'est les Suisses allemands.
C'est quelqu'un que vous connaissez, qu'il peut bien passer chez vous, dormir 1 et 2 jours, mais qu'il faut qu'il rentre chez lui après, non? Donc Pascualito, c'est quelqu'un comme ça, non? C'est quelqu'un qui n'habite pas chez moi, mais qui est venu, je le reçois, mais il s'est installé, j'aimerais qu'il parte, non? Parce qu'il n'appartient pas à mon dedans. En disant qu'avec humeur, je l'ai nommé comme ça, et ça m'a aidé à n'ajouter plus de souffrance que la nécessaire. Parce que c'est vrai que j'ai besoin d'accompagner mon cœur, et il me faut un deuil pour ça, mais juste, pas plus. Parce que si c'est plus, alors moi je me convertis en malade et pas en personne. Une des caractéristiques qu'il y a, c'est la maladie. Mais j'ai d'autres. Et je voulais avoir d'autres. En tout cas, j'étais en train de résoudre que je voulais avoir d'autres. Et cette question qui pour moi a été légère, mais pour d'autres personnes est moins légère, pourquoi moi? Je dirais qu'il y a différents facteurs qui expliquent la maladie. Et l'un, c'est les soins personnels qu'on prend de notre être, de notre corps, et les contextes qui nous entourent, qui peut être très variable, hein, des personnes qui nous donnent des supports ou non. Et si moi, au lieu d'avoir été née à Barcelone et avoir eu la chance de voyager un peu par le monde, j'aurais été née en Palestine, peut-être il n'y aurait pas de médecins. Alors mon contexte aurait été différent. Et je peux parler de ma position et mon point de vie. Mais je voudrais avoir de l'empathie aussi avec d'autres situations. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre avec relativité. Et puis, l'aventure de la vie, le destin, est aussi présent dans pourquoi la maladie. Quoi est plus fort, quoi est moins fort, peut-être c'est dans la même aventure de la vie, qui sait. Tous sont un peu importants. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en train de fumer pendant 100 ans et ils ont une santé de fer, non? Il y a l'enfant qui naît déjà malade. Il y a des enfants qui meurent à 4 ans. Bien, on n'a pas de réponse pour tous, mais il faut, si on peut, être conscient de que tout affecte et que quoi que soit dans nos mains à faire, c'est une attitude à avoir, non? Et dans toutes ces questions, ce que de plus en plus j'ai trouvé, c'est d'ouvrir les yeux vers l'âme, ce qui est l'essence de moi à moi, non? Moi, par des formations, je suis scientifique sociale. Alors, vous savez, les raisonnements scientifiques, pour les raisonnements scientifiques, il est très difficile les hasards. Il faut trouver toujours des causes-conséquences. Mais il y a des hasards qui sont présents, non? C'est le destin de la vie. Et pourquoi je suis née ici et pas en Palestine? Pourquoi je suis née dans cette année et pas dans une époque passée? Avec une constitution ou avec une autre, non? Et c'est un point de départ qu'on doit accepter. Et après, bon,
ça marque, mais on a toujours un petit peu de livres à vitre, non? De liberté à décider, à faire de notre vie. Si je reviens à la maladie, imaginez-vous, j'ai un cancer de l'ovaire, ça a été mon cancer, j'ai ce cancer. Conséquence, on m'enlève les ovaires. Conséquence, je n'aurai pas d'enfant. Conséquence, je vais mourir vite, seule, triste. Quelle famille je vais laisser? Non? Conséquence, tout c'est possible, non? Je suis née dans une famille pauvre. Bon, je ne serai pas président de la Suisse. On ne va pas dire des États-Unis. Trop. Cause, à nouveau, je suis tombée malade. Je me suis dit à moi-même, Sarah, avec ce que tu peux, écris toi-même le livre de ta vie. Tu as toujours une toute petite partie des possibilités. On a vu des enfants pauvres où leur avenir était déjà conditionné, qui ont pu transformer leur avenir. Et si on utilise notre petit livre en vétri avec responsabilité, on va transformer les moi, et les moi va transformer les toi. Et les toi va transformer les moi, et les moi, les vous, et les nous. Et je pense un peu à ça. Hein? Moi, quand mes conditions ont été très difficiles, maintenant j'ai encore que je peux marcher, hein, je peux faire des choses, mais c'est incroyable parce qu'il y a une année, je n'étais pas comme ça. Mais je me levais chaque jour et ma tête pensait. Et j'ai continué à rêver, à faire des choses. Mais je me suis dit aussi, qu'est-ce que je laisse dans ce monde? Et qu'est-ce que je vais laisser? Et ça, c'est une constatation. Je vis tellement de gens partager avec moi que je me suis dit, voilà, ce que je dois faire, c'est partager. Vous direz que c'est le devoir de la famille de se soutenir, que c'est le devoir des médecins d'aider soigner les personnes malades, ou se soulager, parce que soigner, des fois c'est un miracle et c'est difficile. Mais aider à se sentir mieux, à se sentir stable, bien. Vous direz que c'est le devoir des amis aussi de se soutenir dans des moments difficiles. Mais quand vous recevez, comme moi j'ai reçu, ces soutiens de mes sœurs qui ne me connaissaient pas, de ma famille qui me connaît, mais qui me l'avait, qui pleurait et qui était pour moi, de mes amis qui sont venus de loin, qui m'ont envoyé messages d'amour. Ils étaient en train de me faire comme ça, ne tombe, ta vie est précieuse. Parce qu'ils étaient là, en train de soutenir. Et ce n'est pas un devoir de personne. Parce que l'amour n'est pas un devoir, sort quand on l'a. Et il sortait. Et si je sentais ce partage, il grandissait en moi. Et je pensais que le plus important pour moi, c'était de partager. Que j'étais malade, j'ai partagé ma maladie
Pourquoi? Parce que c'est aussi un apprentissage pour les autres qui ne doivent pas passer. C'est pas joli passer par cette expérience. Hein? Je ne veux pas vous dire tenez un peu de maladie, hein, que c'est incroyable, vous voyez. C'est pas ça. Mais ça t'apprend. Et si pas tout le monde doit passer, mais on partage ça, hein? On partage aussi à donner une réponse forte à ce qu'est la vie et ce qu'on veut donner pour la vie. C'est possible que quelques personnes ont donné par leurs propres raisons, mais des fois ça a été par leur propre culpabilité. Mais même si c'est ça la raison, ces culpabilités les a menés à la réconciliation. Ça a donné une autre opportunité. Des fois, c'était la peur à la maladie. Et des fois, c'était ce besoin d'être connecté avec la vulnérabilité. Et c'est joli. C'est joli. Alors, je voyais que ce dialogue avec la vie grandissait. Comme me donnait, je recevais, on donnait, on recevait. Vous voyez mon accent des fois. On recevait avec grandeur. J'ai senti des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient prier pour moi. Et ils ont prié, des musulmans, des hindouistes, des gens, des façons de croire différentes, des chrétiens, de tout style. Et je pense que quand on passe par une expérience comme ça parle fort. Maintenant, je vais passer au moment où j'étais malade, où j'ai passé 24 heures de mon jour au lit, sans pouvoir faire grand-chose, mais que ma tête fonctionnait, non? Tout d'un coup, j'étais à nouveau comme un nouveau-né, très dépendant. Et c'est comme nouveau-né, il faut lui donner à manger, et les laver, et lui donner des tendresses, non? L'accueillir pour qu'il n'ait peur, pour qu'il se sente bien. Alors quand on est malade, qu'on est dépendante parce qu'on ne marche pas, j'ai été 15 jours en train de regarder la prise électrique qu'il y avait en face de moi parce que je ne pouvais pas le faire comme ça. Alors c'est intense, hein? Dans la vie quotidienne, ça passe comme ça, 15 jours. Mais quand on est au lit 24 heures, qu'on ne peut pas faire comme ça, c'est intense. Alors, comme un nouveau-né, mais à la fois, c'est que renaissait mon humanité. Parce que l'humain ne survit pas tout seul. C'est pour ça, cette reliance tout le temps que je vous montre entre toi, moi, toi. Et toi, c'est nous. Et comme je vous dis, mes relations avec ceux qui me soutenaient, c'était les autres, les professionnels de la santé, ma famille, mes amis. Et je me dis qu'ils sont allés plus au-delà du rôle d'être amis, du rôle d'être médecin, du rôle d'être famille. Pour moi, tous ces soins et dans l'invisible, mais qu'on les sent. C'est l'humanité, c'est la conscience, c'est la tendresse, l'affection, l'empathie, l'amour, la compassion. C'est fort. Et puis je me suis demandé à nouveau qui je suis et que dois-je faire pour rester moi-même.
parce que je perdais mon physique. Mais quoi faire pour me sentir moi-même? Et ce que j'ai souhaité ressentir constamment, c'est ressentir dignité, intégrité et épanouissement. Dignité, c'est compris pour moi de me sentir libre de faire, libre de penser et d'agir à la fois avec responsabilité, avec ma liberté. Et que ça me donne le respect d'être dans la vie. L'intégrité, c'est compris pour moi comme l'honnêteté de mes principes et de mes valeurs qui sont des respects par la vie et de faire, d'agir pour la vie. Et l'épanouissement, pour moi, c'est de ressentir que je suis là où je dois être, que je suis en train de faire ce que je dois être, ce que je dois faire, pardon. Et comment ça, grâce à les capacités, qui peut-être sont manquantes, mais avec les capacités, toutes les capacités que j'ai, et mes qualités. Alors, je ne sais pas quelle capacité je vais avoir. Je ne savais pas, et je ne sais pas maintenant, parce que peut-être d'ici peu, elles vont être différentes à mes capacités, mais ce que je vais avec toute force, c'est de suivre mes passions. Mes passions sont connectées avec mes qualités. Et mes qualités, c'est les mieux que je peux donner à ce monde. Alors peut-être je suis une rêveuse, mais je vais écouter mes passions. Je vais entrer petit à petit dans la fin. Hein. Comment vous êtes? Vous avez envie de parler ou vous êtes trop fatigué ou... Ça va? C'est tard le soir et vous avez travaillé et tout. Et maintenant, je suis dans un moment où je dirais, je me sens bien, je vais bien. Et je pense que tout le monde qui passe par une maladie, qui est en train d'être malade maintenant, peut être guéri si c'est dans son destin. Si c'est dans son destin, la médecine va marcher. Si c'est dans son destin, l'entourage va aussi mettre de sa part. Et la propre personne va trouver les forces. Il faut confier. Il y a des parties qu'on ne peut pas. Les destins, comme je vous ai dit, je suis née où je suis née, j'aurais pu naître dans un autre endroit. On ne peut pas les décider, mais on est là, on a la vie, on a déjà ces cadeaux de pouvoir l'expérimenter et vivre. Tout ce qu'on nous offre, c'est déjà un cadeau. Alors, je pense qu'il faut confier, qu'on peut se sentir bien si ça, c'est dans notre destin, on peut être soigné, non? On peut être mieux dans une maladie si c'est dans notre destin. Et moi-même, j'ai mes limites, j'ai mes douleurs, j'ai mes capacités. Et comme je vous ai dit avant, mais je me lève chaque jour. Alors, je suis une personne dans les chemins. Alors, si je suis dans les chemins, je me sens avec quelque chose à accomplir.
Et c'est pour ça que je vais poursuivre mes passions. Et il y a des gens que des fois, quand je leur parle que je suis malade, toujours ils me disent « Ah, tu es une combattante » ou il y a d'autres qui te disent « Oh, pauvre ». Je n'aime pas ni comme Mélisse, ni une chose ni l'autre. Je suis une personne comme on est tous, non? Avec quelques mots qui peuvent me décrire, quelques adjectifs qualificatifs, mais ce type de combattante, non, parce que je suis pacifiste, alors je n'aime pas cette comparaison. Et la pauvre non plus, parce que ça me convertit en une victime. Et non, pas du tout. Et alors, je me sens bien maintenant en portant la maladie avec moi, avec ses surprises. Elle fait partie de moi, comme d'autres choses. Et qu'est-ce que je ressens, ou qu'est-ce que j'ai ressenti pendant les procès? Et j'ai senti beaucoup, et très, 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 très fort, comme l'amour s'est déversé à moi pour me donner la vie. C'est l'amour de tous ceux qui me sont soignés, qui m'ont tenu. C'était des émotions, des soins d'amour. C'était ça. Et j'ai découvert très, 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 très fort comme la vie n'est pas seulement entre mes mains, que je prends soin de moi ou non, mais qu'elle est dans les mains de tous ceux qui me soutiennent, qui me disent tu fais partie de ces moments que tu es là où tu dois être, que rien pour exister, tu es précieuse. Et ça c'est quelque chose, je suis sociologue, je connais bien qu'est-ce qu'est la société, je connais bien comment la société détermine, mais je le connaissais tout ça très bien dans mon intellect. Mais avoir le sentiment qui est passé par mon cœur, qui me dit vraiment, c'est l'étoile, 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 l'étoile. Cette communauté qui me soutient, c'est vraiment très réconfortant en moi. Il y a l'autre côté aussi qui fait mal de la société. Mais sentir l'amour, c'est très important. Et des fois, notre vie quotidienne nous éloigne de pouvoir sentir l'amour et le soutien qu'on peut se donner, qu'on est capable de se donner. Et si je sentis qu'on peut se les donner, on peut transmettre ça pour créer plus d'empathie dans ce monde au lieu de haine qu'il peut y avoir entre les moi et les toi. Et nous tous, on est conscients du monde de violence et d'agressivité qu'on vit. Alors, je pense que la maladie, pour moi, a été une leçon de vie amoureuse, parce qu'elle m'a donné une leçon de comment on peut construire et recevoir de l'amour. Et comment ça a été important pour moi, parce que je vous dis que je le connaissais bien dans ma tête, mais je ne l'avais pas exprimé de cette façon. Même si j'aime ma famille et mes amis, et que je les aimais. Mais j'ai senti quelque chose qui va plus au-delà, forte. Alors pour moi, je dis des fois que le cancer a été pour moi amoureux, a été une source d'affection. Parce qu'en étant moi malade, d'autres sont venus m'accueillir, m'accoler, me donner des tendresses, me donner des soins.
Et j'ai trouvé différents types de professionnels, des professionnels très scientifiques. Et j'ai trouvé aussi comment sortir une partie humaniste de ces professionnels, non? Qui avec un regard, qui avec un type de mots, m'ouvrait un sourire, me passer leurs mains et me stimuler à continuer, à voir que ma vie avait une valeur extraordinaire. Et la maladie nous rappelle la vulnérabilité humaine, qu'on est dépendants les uns des autres, qu'on ne survivrait pas tout seul. Alors pour moi, c'est pour ça que c'est important que la maladie nous parle de la vie, de qu'est-ce que c'est la vie, que des fois on oublie de répondre qu'est-ce que c'est l'important de la vie, non? Qu'elle en soi-même, elle a déjà une valeur. Et la maladie, mon cancer a été une occasion pour me relier, que les autres se relient avec moi et entre eux, quand ils parlaient de moi et de ma maladie et de m'aider. Et ça a été une occasion de créer de l'affection, de dialoguer avec mes différentes parties de la vie, de ma propre vie, parce que j'ai pu me communiquer et sentir mon physique, voir comment je m'équilibrais entre ma pensée et ce que me disait mon corps. Et de répondre avec authenticité, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et surtout, je vais dire merci et montrer ma gratitude à cette reliance à la vie. Et bon, je dis que je me sens bien, que je peux me sentir dans un sens guéri. Par l'attention que j'ai reçue des autres. Le savoir-faire de la science de la médecine est important, mais le savoir-faire de l'attention, la conscience mise à ces soins que j'ai reçus, ce lien d'amour a été très important aussi. Mon attitude, disons que, et comment j'ai pris soin de moi en acceptant que je devais convivre avec un état, des circonstances, des capacités, des énergies différentes. Et la recherche constante d'un sens à la vie, et puis accepter les mystères même de la vie. Maintenant, ici, j'ai mis quelques poupées. Je vais prendre une. Peut-être celle-là. Comme j'ai passé beaucoup de temps dans un lit et que je pensais. Je commençais à avoir plein d'idées, mais j'avais un objectif aussi, c'est d'être un peu mieux pour faire un petit peu plus de choses. Et même si ma mission la plus importante, c'était de partager. Mais je me suis inventé des médecines, ce que j'appelle la thérapie de la tendresse, parce que comme ce qui m'apportait le plus, c'était la tendresse que je recevais. Je voulais faire reproduire sa tendresse, aider à que ça fleurissait. Alors je me suis inventé quelques personnages, quelques produits. Ça, c'est peut-être un personnage, mais d'autres aussi. Et pour stimuler ce bien-être que je sentais.
Celle-là, elle s'appelle abracitos. Abracitos, ça veut dire petite tendre accolade. Hein? Il y a des personnes qui parlent espagnol ici, bien. Et c'est une poupée qui n'a pas de bras. Parce qu'on peut faire des accolades avec un geste tendre pour une autre personne. Qu'est-ce que c'est un geste tendre, vous le savez? Un regard complice, un sourire pour te remonter le moral, un ton de voix, un mot joli qui t'arrive bien. Des fois, c'est un mot qui n'est pas joli, mais dit d'une façon, ça t'aide à sourire, non? Et alors, celle-là, c'est abracitos. Et elle est faite à la main. Elle est imparfaite. Parce que c'est fait à la main et imparfaite. Pourtant, elle est vulnérable, comme tous nous. Et elle peut se découdre. Il faudra qu'elle aille à l'hôpital pour être cousue à nouveau, pour être pleine. Et elle n'a pas de bras, mais sa fonction, c'est que si tu as besoin de tendresse, tu la prends et tu te sens soutenu, tu sens que tu as une accolade à travers toi. Après, je vais vous expliquer peut-être plus des choses d'elle. Cet autre personnage, c'est Cosquillitas. Oui, Cosquillitas. Cosquillitas, c'est petite chatouille. Hein? Quand on te fait des chatouilles, tu dois rire. C'est insupportable, non, si on ne rit pas. Alors, c'est un chatouilleur pour nous aider à sourire. Ça stimule aussi la peau, non? Quand on est malade, c'est important. Ça, je l'avais inventé quand j'ai eu mon enfant, mon fils. On jouait beaucoup à ça. Lui, quand il ne voulait pas rire, il ne voulait pas aller au lit, il ne voulait pas faire... Moi, je lui faisais, alors il riait, il rigolait, et ça m'a servi pendant toute ma vie. Et je me suis dit que je voulais les partager avec tous les autres. J'ai passé presque un mois à l'hôpital et j'ai rencontré plein de gens avec la même maladie que moi. Alors, tout d'abord, j'ai partagé toutes ces choses avec les autres personnes qui étaient malades ou des gens qui venaient prendre soin de ces malades. Alors, ça fait partie de ma thérapie. Ce n'est pas une thérapie, mais mes outils qui stimulent, qui peuvent stimuler la tendresse autour de moi. Et je suis en train de produire un autre, qui c'est un conte pour enfants et adultes, où je parle de différents types d'accolades. Maintenant, on va faire une pratique, et vous allez comprendre qu'est-ce que ce sont les 3 types d'accolades. Et puis, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la route de l'accolade. Comme Nils a dit au début, je me suis dit que la vie peut être très courte, parce que, bon, après 15 jours aux soins intensifs, je sais qu'est-ce que c'est, qu'ici c'est la porte de l'au-delà. Hein? Et je dois passer les mois prochains une nouvelle opération. Je sais que j'ai mes conditions. Ça, c'est un dialogue constant avec moi. Alors, un de mes désirs, c'était de vouloir faire une accolade à tous les amis qui n'habitent pas à côté de moi. Et si j'ai un ami qui habite loin de moi, alors je suis venue en Suisse parce que j'ai habité ici et j'ai des amis ici et je suis venue leur donner une accolade parce qu'on ne sait pas. Alors, je voulais qu'ils sachent, tous mes amis, et que je leur dis merci d'avoir passé par ma vie,
qu'ils ne sont pas passés, qu'on a marché ensemble pendant un bout et qu'après on a eu d'autres conditions de vie. Mais nous, on sait, comme je lui disais, tu te souviens de moi? Je sais qu'on se souvient, mais on pense un jour et 3 jours non, parce qu'on est dans le quotidien. Alors, je voulais aller voir mes amis, leur donner une accolade et aussi partager avec les amis de mes amis. C'est pour ça, là où je peux, je demande s'il y a l'occasion de faire une petite réunion, expliquer mon humble témoignage qui puisse vous inspirer. Bienvenue, parce que mon appel maintenant, c'est ça. Et de pouvoir partager ce que je vis, parce que si ça vous aide à avoir de l'espoir, bienvenue, à nous rappeler de notre humanité, des besoins qu'on a de notre humanité. Je pense que c'est très grand. Une autre thérapie qui m'a aidée, c'est la thérapie de la dignité. Cette-là, je ne l'ai pas inventée. Ça vient d'un psychiatre canadien qui s'appelle Dr. Shekinov. Et je l'ai copié, copyright, bon, à ma façon. Et c'est une chose que je fais aussi. J'accompagne des gens qui sont malades pour écouter leurs témoignages de vie, comme je fais maintenant. Parce que quand on écoute sa propre vie, on se réconcilie avec elle. On la parle et on se rend compte qu'on faisait ce qu'on pouvait à chaque moment. Il y a quelques minutes que j'étais avec mon ami, je lui disais, si j'aurais été mère maintenant, au lieu de 20 ans avant, j'aurais su qu'est-ce que c'était la maternité, mais avant, j'aurais fait mieux. Mais avant, bon, je me suis trompée beaucoup de fois, non? Si on aurait né avec la maturité qu'on a quand on est mature, évidemment, on serait moins trompé. Alors, c'est vrai que quand on explique sa vie, on fait comme une petite réconciliation. Et ça aide à se donner paix et dignité dans la vie, non? Alors, j'accompagne des gens qui ont envie de ça. Alors, je les écoute, ça les aide déjà. Et après, si elles veulent ça par écrit, je peux transcrire la conversation pour eux, pour leur donner les aider à avoir cet héritage et réconciliation. Et puis, j'ai créé ça. Ce sont des gélules, je dis des oui ou non, mais c'est comme un médicament fictif. Ici, il y a 40 gélules pour une quarantaine, c'est la tradition, avec message de stimulation pour trouver l'épanouissement en soi-même, pour, et comme je vous disais, poursuivre ses passions, se sentir toujours dedans, non? Alors, j'ai inventé ça aussi. Et maintenant que je vous expliqué tout ça, on va faire un exercice que c'est un peu ce que Abracitos demande de faire, et c'est que je suis en train de créer la continuité avec les contes des 3 accolades. Je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux. Quand vous soyez prête, je vais vous donner des instructions. Imaginez-vous une personne que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez une bonne relation,
et avec qui vous pouvez exprimer l'amour facilement. Maintenant que vous l'avez, faites à cette personne une accolade. Je vais me mettre maintenant dans une autre situation. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dans un ascenseur. Cet ascenseur, il tombe en panne. Vous ne pouvez pas sortir. Dans cet ascenseur, vous y êtes dedans et il y a aussi une autre personne. Tout d'un coup, vous sentez que vous avez besoin d'être réconforté. Et vous faites une accolade à cette personne inconnue. Maintenant, vous êtes sorti de l'ascenseur. Imaginez-vous une personne avec laquelle vous êtes en mauvais terme, quelqu'un avec qui vous avez des difficultés. Alors maintenant, trouvez une raison pour faire à cette personne une accolade. Et mettez-vous à l'action. Quand vous soyez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. J'allais vous donner la parole pour partager, mais je vais lire un poème final. Et après, c'est à vous de partager. Le poème final, c'est l'accolade. Ne s'aimant pas, pourtant, voyez, par devant toute l'assemblée, attentifs et si éduqués, l'accolade, ils vont se donner. Un chaleureux geste des bras, en face à face de cœur glacé, un rilant des hargneux rentrés, applaudissez. C'est un autre poème d'Esther Granek. Cette fois, c'est des livres et réflexions à ma façon, de 1978. Ou une question, oui. Ah. Bonsoir, merci Sarah, c'était magnifique. Aujourd'hui, au temps de ce qu'on vit actuellement dans notre société, c'est tant compliqué. C'est vrai que de faire une accolade, c'est pas évident du tout. Donc j'aurais déjà envie de vous en faire une pour vous remercier. Merci. Donc voilà.
On peut venir, oui. Merci, et Sarah. Merci. Ton nom? Juliette. Juliette. Merci, Juliette. Et c'est vrai qu'une accolade, c'est pas anodin. C'est comme un lien un peu secret et en même temps très, très intime entre deux êtres ou trois. Et je trouve que je peux dire ce que tu nous as partagé, ça nous montre bien que l'accolade, en fait, déjà la première personne à qui il faut se la faire, c'est soi. Moi, je réalise ça par mon chemin de vie aujourd'hui. C'est pour ça que je pèse mes mots, que je suis un peu émue aussi. Et c'est peut-être pas pour rien que je suis arrivée ici à la Maison Bleu Ciel, que je le dis. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que l'accolade, en fin de compte, c'est pas gratuit. Tout à fait. C'est très cher aujourd'hui et je crois qu'on peut la faire à tout le monde, en fait. Mais pas tout le monde est prêt à la recevoir, malheureusement. Voilà. Avec l'exercice que je vous ai proposé, c'est un peu ce symbole. On peut même pas avoir des bras, mais on peut y penser. Même celui avec qui on est en mauvais terme, si on y pense, c'est un humain, et on peut trouver une raison pour qu'on puisse lui faire. Et puis après, c'est vrai que on est né d'un autre être. Si on a survécu, c'est parce que notre maman nous a allaités, nous a pris dans leurs bras. Alors, on a un héritage physique, c'est vrai. Après, chaque culture aussi peut plus ou moins toucher. On a un code homme-femme. Alors, mais on peut être tendre de beaucoup de façons. Et c'est vrai, prendre soin de soi-même, se recevoir, être tendre, ne pas s'exiger, c'est dire à mon rythme, mais je suis mes passions, c'est déjà ça. Ça, c'est s'accoler à soi-même. C'est dire ma vie, rien que pour exister, est déjà précieuse. Elle est déjà en train de signifier quelque chose pour moi et pour les autres à côté de moi. Rien que comme j'ai fait, je lui parle à l'autre. Je vous ai dit, il ne faut pas que tout se passe par la maladie. Je peux vous expliquer, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez que vous pouvez y entrer aussi. C'est dans l'aventure de notre vie. Et bon, si vous pouvez la porter en l'accueillant, en l'entraînant dans vos bras, vous allez la vivre avec plus de paix. J'ai aussi envie de réagir. Ce qui m'a touché beaucoup dans ton histoire, ce que tu nous as raconté de cette maladie, c'est qu'au fond, cette thérapie de la tendresse, ça part pas d'un devoir, ça part pas de toi, en fait, de faire l'accolade à d'autres personnes. C'est d'abord toi qui as reçu. En fait, j'ai reçu et j'ai vu que c'était un médicament pour moi, comme elle l'a senti, non? Comment tout d'un coup vous vous êtes soulagé, et moi j'ai senti la même chose. Oui. Et je me suis dit, tiens, c'est en fait, peut-être que le plus grand cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est de recevoir ce qu'ils nous donnent. Mm-hmm. Et à partir de là, tout se met en route, en fait. Et peut-être que c'est encore plus important de recevoir une accolade que d'en donner. En fait. Parce qu'après, on peut la donner en silence. Oui. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai senti, c'était ça ce que je voulais faire. Oui. Alors, merci beaucoup pour ton témoignage. Bon, il y a plusieurs pans sur lesquels j'aimerais bien
mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Je vais juste... j'ai un ami qui me dit souvent, on doit partager ce qu'on a appris. On a le devoir, c'est notre devoir de partager ce qu'on a reçu. Donc je te souhaite de partager ce que tu as reçu parce que c'est une grâce. Je te souhaite de partager ça à des milliers de personnes. Voilà, c'est tout. Le reste, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais voilà. Parce qu'en fait, quand je dis le reste, c'est par rapport au fait que, en fonction de là où on est, on n'a pas l'espace pour aller accueillir cette souffrance-là. Et donc, on n'a pas le temps d'aller regarder cette souffrance en face. Et du coup, on passe pour victime, très souvent, en fonction des endroits d'où on vient. Donc, merci. Oui, oui, comme la malade peut être une victime. Et moi, je crois, je suis en train de partager, et je crois que rien que partager avec une personne, cette autre personne, si elle le sent, va partager avec une autre. Alors, je vais essayer de mon mieux de donner ce que j'ai à moi, hein, parce que je le sens très naturel, hein, je ne m'efforce pas à le faire. Mais je crois aussi à qu'on est tous ensemble, que rien que je te le dise à toi, j'ai déjà partagé les secrets, ces secrets n'est plus secret, ça va être pour tout le monde. Alors, je sais que tu vas faire aussi de ta part. Je fais confiance à qu'on est tous ensemble et qu'on peut tous ensemble construire.